Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous ? Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard. Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Et puis cela n'empêche ni l'humour, ni le sourire. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Rachel Galerme. Après le décès de son compagnon, Rachel a changé de vie. Elle est devenue sophrologue et accompagne des femmes qui ont également perdu leur époux, leur conjoint. Son livre « Revivre après lui » est un concentré d'espoir et de pistes concrètes pour avancer. Bonjour Rachel. Bonjour Gaëlle. Alors, je suis très heureuse qu'on ait l'occasion de discuter ensemble aujourd'hui parce que vous venez de sortir un livre très utile dont le sous-titre est « Comment retrouver la joie de vivre après la mort de votre conjoint ». Et c'est vrai que dans la littérature sur le deuil, en fait, on parle de mieux traverser un deuil, de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. On parle jamais de joie de vivre. Et donc, vous l'annoncez clairement sur la couverture du livre. Pourquoi ce choix ? Alors, ce choix, en fait, il s'est fait naturellement parce que les femmes qui viennent à moi, que j'accompagne, souvent, ce qu'elles partagent, c'est que elles aiment la vie. Elles ont perdu leur conjoint, c'est violent. Elles sont dans un chagrin vraiment terrible. Mais ce qu'elles me disent tout de suite, c'est « mais moi, j'aime la vie, j'ai envie d'avancer et j'ai envie de me reconstruire ». Et ce qu'elle met beaucoup en avant, c'est je lis plein de choses sur traverser les émotions du deuil. Ok, je vois bien, mais sur la reconstruction, je lis pas grand-chose. Il y a déjà ça, ce qu'elles me disent elles. Et puis, moi, je suis plutôt quelqu'un de joyeuse, une personne joyeuse qui a le sourire. Et pour moi, c'est une émotion qui est hyper importante, de vivre des moments de joie. En plus, j'avais envie vraiment de donner de l'espoir aussi aux femmes qui vont lire ce livre, qui ont perdu un conjoint, et de lancer le message qu'on n'est pas condamné toute notre vie à être dans le chagrin, dans la tristesse, dans la culpabilité, mais que y a d'autres belles choses qui vont se passer aussi dans nos vies, et notamment la joie aussi à laquelle on va pouvoir se reconnecter. Et vous parlez en connaissance de cause puisque c'est un deuil que vous avez traversé vous-même en 2014, je crois. Ouais, c'est ça. Mon compagnon, on vit ensemble on se connaissait depuis 14 ans et il s'est suicidé effectivement en mars 2014, le 9 mars 2014. J'aimerais me sentir normale par rapport à ce que je vis. Et en même temps, je veux crier haut et fort cette souffrance que personne ne peut comprendre. J'aimerais aller mieux parce que ma souffrance de tous les jours est insupportable. Mais je ne veux pas quitter mon chagrin. Sinon, j'aurais l'impression de le trahir en allant mieux. J'aimerais que ma famille, mes amis, mes collègues arrêtent de m'appeler pour sortir de chez moi, pour me changer les idées. Et pourtant, je me sens tellement seule. J'aimerais sortir et une fois que je suis dehors, je n'ai qu'une envie, c'est rentrer. Bref, je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais plus. Est-ce que je saurai à nouveau ? C'est un extrait de votre journal de bord que vous avez tenu durant votre deuil. Est-ce qu'à l'époque, vous écriviez déjà ou est-ce que ça a été une découverte ? Alors, en fait, effectivement, j'ai tenu un journal de bord. Alors, j'écrivais déjà avant la mort de mon compagnon parce que ça m'aidait à éclaircir des idées, ça m'aidait à déposer mes émotions. Et donc, naturellement, vraiment, je me suis dit que ça pourrait m'aider. Enfin, c'était évident pour moi. Donc, j'ai commencé vraiment à beaucoup, beaucoup écrire. Donc, autant d'écrire sur ma culpabilité, sur ma colère, sur lui écrire aussi à lui, etc. Et donc, c'est des journaux que j'ai conservés, que j'ai gardés au fur et à mesure de mes déménagements, que j'ai voulu garder. Et je me suis dit pour l'écriture de livres que par moments, ça pouvait aussi illustrer certains de mes propos. Donc je me suis replongée dedans. Et c'était intéressant parce que c'est un outil que je propose régulièrement aux femmes que j'accompagne.
Alors ça parle ou ça parle pas, hein, c'est toujours des propositions, mais en tout cas, souvent ce qu'elles me disent, c'est qu'elles se rendent compte aussi, de tout le chemin parcouru quand elles commencent à relire, leurs journaux de deuil, il y a 6 mois, il y a 1 an, elles se disent: «Bah, j'en étais là. Ah oui, quand même, j'ai progressé, je tiens plus le même discours, j'écris plus la même chose», voire même, j'ai décidé de plus écrire ou ça fait 6 mois que j'ai pas écrit et cetera. Donc je trouve que c'est un outil qui est assez intéressant, que je propose et qui, voilà, personnellement m'a aidée sur mon chemin. Avant de devenir la sophrologue que vous êtes aujourd'hui, vous aviez une autre activité professionnelle. Ce deuil que vous avez traversé a participé à changer votre vie. À quel moment et comment s'est fait cette ouverture sur un champ des possibles nouveau et vers un engagement professionnel auprès des femmes qui ont perdu leur conjoint? Moi, je travaillais, en 2014, ben, ça faisait 20 ans que je travaillais dans le secteur social, en fait. J'ai travaillé 10 ans, alors j'ai toujours travaillé dans un centre d'hébergement d'urgence, donc 10 ans auprès de femmes victimes de violences conjugales et pendant 10 ans, j'étais cadre, j'étais chef de service dans un pôle d'hébergement pour des personnes sans abri et quand, Jeff est mort en 2014, alors je me suis pas, levée le lendemain en me disant: «Ça y est, je vais changer de job, je vais devenir sophrologue et accompagner sur le deuil». Il y a eu aussi tout un processus, mais c'est vrai que, autant, l'accompagnement, ça faisait toujours sens pour moi, mais ben, je pense que j'étais quand même un peu usée aussi par l'accueil d'urgence parce que c'est des conditions de travail aussi qui sont quand même, assez, voilà, compliquées, difficiles et j'ai eu à un moment donné, je dis souvent que j'avais plus vraiment de GPS parce qu'au niveau du cerveau, voilà, il y avait, c'était compliqué, mais je me suis autorisée à écouter un peu, voilà, ce qui venait à moi et comme j'ai été accompagnée par une sophrologue, ça m'avait énormément aidée. Je me suis dit: «Mais tiens, ça serait pas mal que j'aille en formation, pour devenir sophrologue». J'en étais même pas là au départ. C'était, je vais faire une formation de sophrologue, mais tiens, ça pourrait aider des personnes sans abri qu'on accompagne parce que, voilà, c'est un outil supplémentaire, c'est un travail sur le corps, donc c'est hyper intéressant, c'est complémentaire à la psychologie. Et en fait, ben, rapidement, j'ai décidé après ma formation de quitter mon job de salarié et en fait, c'est quand j'ai commencé à créer mon site internet, dans mon à propos, le la personne qui m'aidait à faire mon site m'a dit: «Mais moi, j'aimerais bien que tu parles de ton histoire, quoi, pour te présenter parce que, OK, tes diplômes, ton expérience, mais sur comment tu es arrivée à devenir sophrologue et voilà, pourquoi tu t'es tournée vers la sophro, ton histoire aussi par rapport à ton deuil». Donc j'étais pas très, très chaude, j'avoue, pour, déballer, ce qui m'était arrivé et puis bon, mon cabinet commençait à bien marcher, donc je me disais: «Oh là là, si je commence à raconter tout ce qui m'est arrivé, les gens, ils vont prendre leurs jambes à leur cou et vont fuir». Et puis en fait, je me suis dit: «Ben oui, c'est important parce que c'est important de parler du suicide, c'est important de parler de la mort et surtout de partager aussi des outils, comme la sophro qui peuvent aussi peut-être, aider». Donc j'ai des femmes qui ont commencé à m'écrire en me disant, «Mais moi, j'ai perdu comme vous, mon conjoint, alors d'un suicide ou d'une maladie, d'un accident et je connais pas la sophrologie, j'aimerais me faire aider par vous». Et en fait, j'étais assez surprise et j'étais pas prête du tout, du tout. C'est-à-dire que, bien sûr, je leur répondais toujours et ce qu'elles partageaient, ben, ça faisait énormément écho en moi. Mais de là à les accompagner, j'en étais pas du tout là. Et puis, souvent, elles me demandaient: «Mais est-ce que vous connaissez une sophrologue qui est, spécialisée dans le deuil?» Bon, j'en connaissais pas. Donc j'étais assez partagée à me dire, «Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas?» Puis il y a une dame qui a énormément insisté, qui vivait dans le sud de la France, qui, en plus voulait que je l'accompagne en visio et à l'époque, alors c'était bien avant la covid, hein, on parlait pas autant de Zoom, de Skype et cetera. En même temps, moi, j'allais en supervision, j'étais supervisée par un psychiatre, par une sophrologue, voilà, pour débriefer des situations que j'accompagnais et tous les 2, voilà, on essayait un peu de creuser en m'aidant, en me disant: «Mais qu'est-ce qui te fait vraiment peur derrière ça, quoi?» Alors bon, moi, je me planquais derrière, je suis pas formée, ce qui était une réalité. J'avais beaucoup lu, mais j'étais pas du tout formée sur le processus de deuil, ni, la sophrologie dans le deuil et puis ce qui me foutait vraiment la trouille, en toute transparence, c'est que je m'écroule aussi, que ce qu'elle me partage, ça fasse tellement écho que
et que ce soit un vrai carnage parce que je l'aurais pas du tout aidée, cette brave dame, et moi, je me serais pas aidée non plus, quoi. Et puis, ben, cette femme, voilà, a beaucoup insisté. Donc, j'ai partagé, voilà, mes ressentis, mes réticences, et je lui ai dit: «On y va, mais je sais pas ce qui va se passer, quoi». Et puis, en fait, ben, je l'ai accompagnée pendant 6 mois et il y a eu, voilà, un vrai changement, une vraie transformation. Enfin, il y a eu des grosses prises de conscience sur plein de choses, un apaisement. Quand je disais certaines choses, elle me disait: «Mais c'est exactement ça, c'est ça que je ressens». Alors même si mon histoire, c'est une histoire qui est personnelle, c'est mon histoire, mais il y a des choses qui faisaient écho. Et là, ça commençait vraiment à faire sens pour moi. Je me suis dit: «Ben, oui, je peux aider», donc et je sentais bien que les personnes continuaient aussi à m'écrire, et je sentais bien qu'il y avait aussi un vrai tabou aussi autour de la mort. Donc j'ai décidé à me former, et puis, voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé, enfin a continué, pour aujourd'hui, ben, accompagner, quasiment plus que des personnes qui traversent un deuil, et notamment des femmes qui ont perdu un conjoint. Finalement, qu'est-ce qui vous a conduit à écrire ce livre? Alors, le livre, en fait, il est né, on va dire, d'abord grâce aux femmes que j'accompagne depuis plusieurs années, parce que souvent, elles me disaient: «Rachel, ce serait tellement génial que tu écrives un livre, parce que tout ce que tu nous partages dans les programmes d'accompagnement, voilà, on l'aurait dans un livre, 200-250 pages sur notre table de nuit, on pourrait y retourner, et cetera». Donc bon, ça flattait mon ego, hein, mais de là à passer à l'action, j'étais pas franchement, dans cette énergie-là. Et puis, bah, l'idée, en fait, a fait son chemin, et c'est vrai que beaucoup me disaient, «Moi, j'en ai ras-le-bol de survivre, quoi. Je veux vivre à nouveau et je veux comprendre ce qui se passe dans ma tête, dans mon corps, je veux des outils concrets». En fait, les femmes qui viennent à moi, c'est ça, quoi. C'est, OK, à la limite, elles ont déjà lu, tout de Christophe Fauré, tout de tous les spécialistes du deuil, mais elles disent: «Bon, maintenant concrètement, est-ce que je peux pas avoir des outils, des choses vraiment, pour m'aider?» J'ai bien compris qu'il fallait que je sois patiente, qu'il fallait que je sois douce avec moi-même. Il me faut du temps, OK, mais qu'est-ce que je pourrais quand même, maintenant que j'ai un peu, voilà, parce que ça fait 1 an et demi, j'ai envie, voilà, de me reconstruire. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc le livre, il est parti de ça, ben, de l'expérience que j'ai. Alors, ce que je partage dans le livre, c'est pas une étude sociologique, hein, c'est vraiment à partir des femmes que j'ai accompagnées. Oui, d'ailleurs, on retrouve des témoignages de ces femmes dans les différents chapitres. Mmh. Ça vient vraiment ponctuer et donner corps et vie à tout ce dont vous parlez. Oui. Vous avez structuré votre livre autour de 10 chapitres sur tous les sujets essentiels. On va pas pouvoir tous les aborder, mais est-ce que vous pourriez nous donner une idée de la structure que vous avez choisie? Alors la structure, c'est vrai que, pour moi, c'était important. Je sais tellement que c'est difficile de se concentrer, surtout dans les premiers mois du deuil, sur la lecture d'un livre. Heu, donc l'idée de la structure, c'était, que les chapitres soient quand même assez indépendants, pour, que les femmes puissent se dire: «Ben, aujourd'hui, tiens, je me questionne sur, comment accompagner, mon gamin, dans l'absence de son père, et ben, allez hop, je vais dans le chapitre qui concerne l'accompagnement des enfants et je peux lire ce chapitre». Il y avait, voilà, ou de dire: «Bah, aujourd'hui, je vais juste faire des exercices, pour, accueillir ma tristesse, ma peine, crac, j'ouvre et je fais les exercices». Voire je lis un chapitre et je fais pas les exercices parce que je suis tellement, au fond du fond que j'ai pas l'énergie encore de me concentrer sur ma respiration. Donc l'idée, c'était un petit peu ça. Et puis, ben, j'ai aussi suivi un peu ce qui se passe dans mes programmes d'accompagnement. C'est-à-dire que souvent, ben, voilà, on démarre sur, ben, voilà, mon deuil, il est compliqué, mais parce que je dois faire le deuil, de mon conjoint, mais je dois faire le deuil de mes projets d'avenir, je dois faire le deuil de ma famille, et cetera, et cetera. Donc de poser un peu le cadre de qu'est-ce que c'est que le deuil du conjoint? Quelle est la spécificité aussi de ce deuil? Après, tout ce qui concerne vraiment la traversée des émotions, parce que souvent on dit aux personnes, il faut que tu accueilles tes émotions. Mais moi, j'ai plein de j'ai plein de OK, plein de femmes qui me disent: «Mais OK, mais concrètement, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je fais?» Bon, c'est aussi tout un mécanisme à comprendre,
tout ce qui se passe aussi, voilà, dans ma tête, le fait de pourquoi j'ai tellement de problèmes de concentration. Quand je lis, une page de ton livre, je suis obligée de lire 3 fois la même page parce que, je suis à la moitié que j'ai déjà oublié la première phrase et cetera. Mais est-ce que je deviens pas folle? Moi, il y a des femmes qui me disent: «Mais je me demande si j'ai pas Alzheimer parce que ça fait un an et demi et j'arrive pas à me concentrer sur un bouquin, sur, une vidéo, un film et cetera». J'en profite pour dire que vous expliquez ce qui se passe au niveau du cerveau à ce moment-là, ce que provoque le deuil, mais que ça n'a rien à voir avec ni la folie ni Alzheimer. Ouais. Et puis vous abordez le sujet ensuite de la solitude. Comment je vais faire face à cette solitude? Oui, oui. Comment je vais traverser ça? Donc avec des outils aussi concrets. Alors il y a de la sophro bien sûr, mais aussi d'autres outils qui sont proches, on va dire presque du coaching. Et puis, il y a un gros chapitre aussi sur ensuite à un moment donné, c'est la confiance en moi. Je sens que j'ai perdu confiance en moi. Avant, je fonçais, je prenais des décisions rapidement, j'étais hyper spontanée. Là, je sens que je suis dans la retenue, que j'ai peur de tout. Donc voilà, autour de la confiance, ça c'est aussi un thème qui est très, très, récurrent auprès des femmes que j'accompagne. Alors sur les enfants aussi, qu'est-ce que je dis à mes enfants? Quand j'accompagne des femmes qui ont 30, 35 ans, 40 ans, qui ont des jeunes enfants, elles s'inquiètent aussi beaucoup du deuil de leurs enfants, de comment leurs enfants vont grandir, comment ça va se passer. Elles amènent aussi des difficultés, à l'école, c'est la fête des pères, voilà, qu'est-ce qu'on fait le jour de la fête des pères alors que mon fils, il a perdu, son papa? Donc toutes ces questions-là, pour en arriver au fur et à mesure sur, on va dire, la phase de reconstruction dans le livre. Donc, voilà, comment petit à petit je me reconnecte à des moments de joie, comment j'en profite, comment je m'autorise aussi à ça, comment je vais user toute la charge là émotionnelle en termes de culpabilité. Donc j'aborde ça aussi. Et puis pour en arriver souvent moi je sens que la vie revient en moi. Heu, je me dis: «Ben mince, j'ai 50, alors des fois c'est 40, 50, 60 ans, j'ai encore des belles choses à vivre, je me vois pas vivre seule». Je sens que j'ai envie de rencontrer un nouveau compagnon, mais j'ai la trouille, j'ai peur. Est-ce que j'ai le droit? Comment vont réagir mes enfants? Même s'ils sont grands et qu'ils font leur vie, comment ils vont réagir? Et puis peut-être que j'ai vécu 20 ans avec le même homme, quoi. Ça va se passer dans l'intimité, dans la sexualité? Est-ce que je vais m'autoriser à ça aussi? Est-ce que j'ai le droit? Moi, il y a plein de femmes qui m'écrivent en me disant: «Mais, est-ce que mon mari serait d'accord?» Alors ça, je ne peux pas répondre à cette question, mais, il y a toutes ces questions-là qui arrivent jusqu'à, la famille aussi recomposée quand, on rencontre un autre homme, qu'il a aussi des enfants. Comment ça se passe tout ça, avec, une personne qui est absente, qui est décédée, qui est, voilà, comment tout ça, peut reprendre forme, comment on peut refaire famille et que ce soit, harmonieux, même si c'est loin d'être simple. Heu, mais en tout cas, voilà un peu l'architecture du livre et puis avec des interviews aussi d'autres professionnels qui ont donné des conseils, comme Valérie Claes par exemple sur la famille recomposée qui est médiatrice familiale, qui donne quelques conseils aussi sur la famille recomposée, ou Teddy Brédeleu qui donne des conseils sur toute la partie administrative aussi qui peut être assez lourde. Voilà, il y a plein de professionnels qui ont accepté d'être interviewés aussi pour ce livre, pour donner des conseils concrets pour compléter ce que moi j'amène et qui d'ailleurs interviennent aussi, dans mes programmes d'accompagnement. On entend bien dans ce que vous venez de nous partager que c'est un deuil lourd qui atteint l'entièreté de l'être dans ses différentes facettes, à différents niveaux. Et d'ailleurs, vous comparez le deuil du conjoint à un artichaut. Pourquoi cette analogie? Ce qui m'est venu, c'était l'artichaut, mais où effectivement au cœur, il y a le deuil, de l'homme qu'on aimait, qui est parti. Et puis ensuite, chaque feuille de l'artichaut, c'est un autre deuil. Donc ça va être le deuil déjà aussi de sa propre identité, de qui je suis moi aujourd'hui toute seule, alors qu'il y avait souvent une identité de couple assez forte. Donc qui je suis, parce qu'on vit une crise, identitaire assez forte. Heu, le deuil, des projets d'avenir parce qu'on avait peut-être prévu de faire construire une maison, de rentrer en France. Enfin, je pense aux femmes que j'accompagne qui sont en expatriation, de rentrer en France, ou même des femmes qui sont décidées à prendre leur retraite, et qui disent: «On avait prévu notre retraite ensemble, de partir à l'étranger et tout». Voilà, ça, les projets s'arrêtent, de façon très nette
Et c'est aussi le deuil d'un équilibre familial qui s'effondre complètement. Pour certaines femmes, ça peut être aussi le deuil d'une situation, d'une sécurité comme ça, financière aussi, hein. Donc c'est vraiment un deuil à multiples facettes, d'où voilà l'analogie de l'artichaut. En séance avec ma sophrologue, je gigote, je me gratte le nez et je décroche. Hop, 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 dépêche-toi, sophrologue. C'est long. À chaque inspiration, je pense déjà à l'expire suivant. Elle me dit que c'est ok, que je ne vais pas devenir Bouddha. Ce n'est pas l'objectif. Ça me rassure. Elle m'encourage à pratiquer au quotidien pour mieux traverser les vagues. C'est difficile, mais je m'accroche. Je crois que sa mort est en train de m'apprendre la patience. Je sens que quelque chose change en moi. C'était un nouvel extrait de votre carnet de deuil qui date du 9 août 2015, où on sent que voilà la sophrologie, ça vous déstabilise un petit peu, vous êtes impatiente, et puis en même temps, vous sentez que quelque chose est en train de se transformer. Donc pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la sophrologie, est-ce que vous pourriez nous parler de cette pratique et en quoi elle peut aider durant le processus de deuil? Alors, la sophrologie, en fait, c'est une discipline qui est quand même assez récente, elle date des années 60. Aujourd'hui, la sophrologie, elle est, utilisée dans beaucoup de domaines, donc c'est une technique qui est vraiment qui agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Donc on l'utilise beaucoup dans tout ce qui concerne la gestion du stress, dans le cadre, plus sportif, toutes les préparations mentales, mais aussi bien pour des jeunes, qui sont hyper stressés parce qu'ils passent le bac, parce qu'ils passent le permis de conduire, dans des accompagnements aussi, à l'accouchement, voilà, dans pour des personnes aussi qui ont des douleurs, très intenses aussi, pour calmer la douleur. Et alors dans le deuil, c'est un petit peu moins connu, mais c'est vrai que c'est une technique qui est intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la base de cette technique, on utilise 3 outils: la respiration, la détente musculaire et ce qu'on appelle la visualisation ou l'imagerie mentale, on va dire, c'est un peu technique, mais en tout cas, la respiration et la détente musculaire, on associe les 2 pour accompagner des personnes à pratiquer des mouvements doux alliés à la respiration. Donc dans le deuil, c'est super intéressant parce que c'est comme si on vivait un choc, vraiment très, très violent, au niveau de notre corps et au niveau de notre mental. C'est vraiment, au niveau du mental, c'est vraiment une blessure psychique, donc il va falloir beaucoup de temps pour cicatriser et l'idée avec les techniques de respiration et la détente musculaire, c'est vraiment d'accompagner ce corps qui travaille, qui est en train de bosser aussi, même si on ne s'en rend pas compte parce que le processus de deuil, il se déclenche, sans on en ait conscience de façon naturelle. Mais ça va être l'aider tranquillement à avancer sur ce processus de deuil. Et puis les visualisations, donc là, pour vous donner un petit peu une idée pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous êtes installés tranquillement dans votre fauteuil et c'est le ou la sophrologue qui bosse, puisqu'en fait on vous guide pour, vous accompagner, entre la veille et le sommeil. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle un niveau, sophroliminal, donc c'est une zone alpha, voilà, où vraiment une zone du cerveau où nous, en tant que sophrologue, on va pouvoir, voilà, vous faire passer des messages, d'apprentissage. Il y a pas dans cette zone, il n'y a pas de frein, c'est un peu une zone de créativité, de liberté, donc on va pouvoir travailler dans ce temps-là. Donc c'est un peu comme vous vous endormez, devant la télé et vous avez, voilà, vos enfants qui vous disent: «Maman, tu dors?» et cetera et vous dites: «Mais non, je ne dors pas», parce que vous entendez complètement tout ce qui se passe autour. Donc on vous remet dans cet état-là, voilà, de conscience et pour le deuil, c'est intéressant de travailler là-dessus pour se reconnecter à des choses agréables, des choses positives. Parce que dans les premiers mois du deuil, voilà, on voit tout en noir, il y a rien qui nous donne envie. Enfin, on est vraiment complètement déconnecté, on va dire, des belles choses de la vie et c'est tout à fait normal. Donc petit à petit, pouvoir se reconnecter à des choses agréables. Mais dans le deuil, on peut l'utiliser pour, par exemple, les fêtes de Noël vont arriver bientôt, de préparer ces moments-là. Comment on se voit? On imagine qu'on est le 4 janvier. Souvent, les gens, ils me disent: «Je veux me réveiller le 4 janvier et tout ça soit terminé». OK, vous vous réveillez le 4 janvier. Comment vous vous sentez? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Comment, voilà,
je fais court, mais c'est un peu cette idée de préparer le mental. Parce que le mental, en fait, il ne fait pas la différence entre ce qui se passe là dans notre tête et la réalité. Donc, s'il vit déjà la situation de manière tranquille, calme, positive, bah, le jour J, va se dire c'est OK, j'ai déjà vécu ça, je sais. Donc, voilà. Donc, au niveau de l'intensité du stress, elle sera un petit peu baissée. Qu'est-ce que ça signifie quand vous dites que l'on revisite par la sophrologie les 3 dimensions temporelles? En sophrologie, on travaille sur à la fois le présent, le passé et le futur. Donc, et il se trouve que, ben, dans le deuil, c'est aussi 3 temps sur lesquels on va devoir travailler. C'est-à-dire le passé, ben, quelle est mon histoire avec la personne qui est partie? Qu'est-ce qu'elle me laisse, comme valeur? Qu'est-ce qu'elle m'a appris? Quels sont les bons moments que j'ai passés avec elle? Quels sont aussi les moins bons moments que j'ai passés avec elle? Donc on va pouvoir revisiter toute la relation, ce qui va aussi tranquillement nous aider à intégrer cette relation à l'intérieur de nous, cette relation qui était extérieure. Le présent, ben, qui je suis moi aujourd'hui dans cette situation que je n'ai pas choisie, que je subis, comment je me sens dans mon corps, comment j'avance, comment ça se passe pour moi. Et puis dans le futur, alors la projection, elle est dans les premiers temps, elle est quand même compliquée. On est dans une incapacité totale de se projeter. Mais au fur et à mesure, voilà, qu'est-ce que je vais organiser dans ma vie? Comment je vais vivre sans celui qui n'est pas là, celle qui n'est plus là? Comment, je vais peut-être changer des choses ou pas? Voilà, comment je vais, organiser, plutôt mon futur et comment je vais me projeter en sachant que, ben, sur ce temps-là, on va aussi retravailler, on est plus dans la phase de reconstruction et on va retravailler aussi tout ce qui concerne l'estime de soi, la confiance en soi. Je me trouve sans intérêt. Je reste en retrait car je n'ai rien à dire d'intéressant. Je doute sans arrêt de mes capacités. Je me pose 50 000 questions et je n'avance pas. Je me sens nulle, j'ai peur de ne jamais retrouver ma sérénité. L'imprévu me paralyse alors qu'avant, j'étais une fonceuse. Ce sont des extraits des témoignages des femmes que vous accompagnez qui montrent combien, comme vous le disiez, il est important de travailler sur la confiance en soi, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que, ce que je remarque c'est que, ben, on a chacun notre sécurité intérieure qui est plus ou moins stable. Souvent, bah, quand on rencontre un conjoint, bah, cette sécurité, voilà, on a cette sensation d'avoir cette sécurité intérieure parce que c'est l'autre aussi qui nous amène cette sécurité. Donc, et ce qu'elle partage souvent, ben oui, avant, j'avais un problème avec mon ordinateur, ben, tout de suite, j'appelais mon conjoint, quoi. Le couple, ouais, ça rassure, ça sécurise, donc cette sécurité, elle saute complètement. En plus, c'est vraiment toutes les valeurs qui s'effondrent, tout ce en quoi elles croyaient, tout s'effondre d'un seul coup et donc elles vont devoir faire face aussi à des situations auxquelles elles n'ont jamais fait face. Toutes seules, avec les enfants, certaines partagent, les 1 vacances, par exemple, toutes seules, ce qui leur est arrivé, enfin, de penser à tout, de s'organiser, donc ça demande une énorme réorganisation et la question c'est: «Mais est-ce que je suis capable de faire face à ça, quoi?» Au niveau, on va dire concret, matériel, mais au niveau aussi psychologique, de répondre aux questions des enfants, de les aider, de les soutenir, d'avancer, donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de changements, de transformations, de réorganisation, de prise de décision. Pour l'orientation scolaire, ben, on en aurait parlé avec mon mari, mais là je suis toute seule. Avec qui je peux en parler? Donc est-ce que je vais prendre la bonne décision? Donc il y a beaucoup de questions autour de ça qui arrivent et est-ce que je suis capable, moi, de faire face à tout ça maintenant toute seule, quoi? Donc c'est vraiment, et puis cette difficulté à se dire: «Mais je vais cheminer dans mon deuil, je vais avancer, je vais m'apaiser. Tout le monde me dit que oui, ça va prendre du temps, mais est-ce que vraiment, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, est-ce que je vais être vraiment apaisée? Est-ce que, je vais arrêter de survivre?» Donc il y a toutes ces questions-là qui arrivent et souvent c'est intéressant d'ailleurs parce qu'elles partagent, tout ce qu'elles ont mis en place, par exemple depuis 1 année et demie, 2 ans et puis au fur et à mesure qu'elles parlent, elles me disent: «Ah ouais quand même, j'ai quand même fait ça. Ah oui, j'ai déménagé toute seule et j'ai pris telle décision. Ah oui, OK». Donc il y a quand on retrace tout le parcours,
le fait de le verbaliser aussi, ça permet de se rendre compte que: «Ah bah oui, quand même. Ah oui, ben, je peux être un peu fière de moi quand même. Ah bah oui». Donc mais c'est vrai que, bah, elles sont au début, surtout les premiers temps, beaucoup dans l'action, dans l'organisation et c'est vrai que la confiance, elle prend quand même un sacré jeton et puis, l'estime de soi aussi. Qui je suis maintenant toute seule sans lui? Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce qui est ma priorité dans la vie? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Quel sens, en fait, je vais donner à ma vie? C'est la question du sens derrière aussi. Est-ce qu'elles abordent toutes ces questions avec leur entourage? Comment est-ce que ça se passe avec la famille, les proches? Ce que j'ai constaté, c'est que, elles parlent très rapidement effectivement de, la relation avec leur famille, avec les amis, avec les collègues. Ce qui revient beaucoup, c'est: «J'ai l'impression que personne ne comprend, ce que je vis», ou, «J'ai l'impression d'être très entourée, mais en fait d'être très seule en même temps». Hem, il peut y avoir des moments aussi très conflictuels, soit dans la famille, soit avec l'entourage. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une vraie transformation qui s'opère en elles, puisqu'il y a une vraie crise identitaire, donc il y a des choses qui bougent, bien sûr qu'il y a, d'abord un chagrin qui est immense, parfois il y a de la colère, de la culpabilité et forcément, bah, elles sont en train de changer intérieurement et en face, il y a des gens qui, sont aussi des êtres humains et parfois qui peuvent avoir peur de ce qu'elles partagent parce que c'est tellement, violent aussi, les gens se disent: «Mais oh là là, mais moi, je serais à votre place, je ne sais pas comment je ferais», donc ça peut faire peur, ça peut éloigner. Il y a des personnes, qui vont être beaucoup aussi dans vouloir, sécher les larmes et voilà, il faut tout de suite aller bien, il faut aller vite. En plus, on est dans une société, hein, où le deuil, ça doit être: «Ah mais au bout de 6 mois, mais ça fait 6 mois ma bonne dame, mais là, il faut vous bouger, hein, parce que» Ouais, il y a beaucoup de jugement et puis de maladresse, en fait. L'entourage peut être assez maladroit parce qu'il y a une méconnaissance du deuil, parce qu'on s'inquiète aussi beaucoup pour la personne, en fait, parce que, on la voit complètement, en larmes, sur plusieurs jours, ça dure. On a l'impression que les gens, ils marchent sur des œufs, ils savent pas si, un jour, moi, j'ai longtemps dit de moi que j'étais un peu attachante dans mon deuil parce que je je non, ça n'engage que moi, hein. Je pense que certains ont dû le dire parce que oui, parce que parfois on dit: «Mais moi j'ai besoin de parler du défunt» et puis, le jour où, les amis viennent vous en parler, ben non, c'est pas le bon jour et vous les envoyez bouler, quoi. Donc les femmes que j'accompagne, elles partagent aussi des moments comme ça en disant: «Bah oui, j'ai besoin d'en parler, mais là, c'était pas le moment, quoi. J'ai pas envie, donc je réponds un peu de façon, directe» et donc nous, on change en tant que femme ayant perdu, notre conjoint. Et forcément, bah, l'entourage autour aussi, bouge beaucoup, quoi. Donc dans le livre, je donne quelques repères aussi parce que souvent on me dit: «Mais moi je suis seule, quoi». J'ai l'impression que vraiment il y a plus personne, tout le monde se sauve, et en fait, quand on décortique un petit peu, moi je leur propose de créer un peu comme des catégories comme ça autour d'elles et en fait, elles se rendent compte qu'il y a du monde, mais elles ne s'adressent pas forcément aux bonnes personnes pour les bonnes choses. Il y a des personnes qui vont être là, qui vont être, hyper, aidantes, par exemple, pour tondre le gazon, pour donner des conseils pour acheter une nouvelle chaudière, ou une nouvelle voiture, pour garder les enfants et ces personnes-là, bah, elles vont être ravies de rendre service. Parfois, elles vont pas forcément le proposer parce qu'elles y pensent pas, donc parfois, bah, c'est aux femmes d'oser demander. Ça, c'est aussi un point commun, moi, des femmes que j'accompagne. Elles me disent: «Ah non, mais moi, je demande pas, Rachel. Je demande pas, je demande pas, je veux pas. Je veux pas me montrer vulnérable». Mais en fait, quand on fait un petit pas comme ça, bah, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui sont hyper OK pour leur rendre service, quoi et donc il y a cette catégorie-là. Il y a une catégorie de personnes qui sont déjà beaucoup dans la bienveillance, dans l'écoute et qui vont être là souvent sur le long terme, qu'on peut repérer, qui vont pas vouloir forcément, vous sécher vos larmes absolument et que vous soyez, le smile 24 heures sur 24. Et puis, il y a des gens aussi qui vont être là, qui n'ont pas vécu de deuil. Alors on va pas leur souhaiter de vivre un deuil pour, voilà, qu'ils comprennent par quoi on passe, mais en tout cas qui vont être là, pour faire peut-être des sorties au resto, pour aller se balader, pour des moments un peu heureux comme ça.
C'est le fameux constat, dans les épreuves de vie comme, celle-ci où on se rend compte des gens, qui sont proches, Mmh. ceux qui le sont moins, ceux sur qui on peut compter. Donc il y a une espèce de tri qui s'opère, presque naturellement, en fait. Autour de soi, oui, souvent, il y a des gens qui s'éloignent, il y a des gens qui se rapprochent, il y a des gens qui, il y a une transformation. On accorde aussi une autre relation avec les autres. Il y a beaucoup de femmes qui me disent: «Mais moi maintenant, Rachel, moi je veux des relations sincères, directes, cash, je veux pas perdre mon temps, bah, avec des cons». Elles me le disent comme ça et donc on sent qu'elles veulent aller vraiment à l'essentiel et elles découvrent des fois des personnes qu'elles connaissent pas trop. Enfin, je pense à une dame, je raconte souvent cette anecdote, j'en ai parlé dans le livre, qui avait perdu son mari et qui, devait, emmener pour la première fois toute seule ses garçons, ses jumeaux au foot et elle disait: «J'appréhendais énormément. Mes voisins que je connaissais à peine m'ont proposé de m'accompagner. J'ai refusé et puis, ben, le dimanche matin au stade, j'étais avec ma casquette, mes lunettes de soleil, je commençais à avoir les larmes qui coulaient. Mes garçons étaient partis se changer, dans le vestiaire et moi, je regardais les gradins et j'avais l'impression de voir que des pères de famille et je ne savais pas où j'allais m'asseoir et d'un seul coup, j'ai vu mes voisins qui étaient là. Ils ne m'avaient pas écoutée, heu, ils étaient venus, quoi et elle dit: «Je me suis assise entre 2. Eux, ils étaient là pour moi et moi, j'étais là pour mes garçons et c'est devenu, des amis vraiment sincères et donc des fois, il y a aussi des belles rencontres comme ça qui arrivent, enfin des fois, souvent aussi, faut garder, espoir qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi rentrer dans notre vie et qui vont vous permettre aussi de continuer à cheminer, d'être entouré et de recréer aussi un autre tissu social, en fait. Quand on parle de conjoint, on parle de couple. Mmh, Quand on parle de couple, on parle le plus souvent d'enfants et vous abordez en détail le sujet de l'accompagnement des enfants dans leur deuil. ouais. On sait aujourd'hui combien il est important de dire la vérité simplement aux enfants, que les enfants sont capables, en adaptant évidemment les mots à leur âge, ils sont capables de comprendre ce que c'est que la mort et que c'est de leur rendre service, de leur faire confiance, de leur montrer aussi, les émotions qu'on peut traverser en tant que, adulte endeuillé parce que, ça leur permettra aussi de s'autoriser à exprimer, leurs émotions. Alors une famille, eh bien, c'est des individualités, c'est des personnes différentes les unes des autres. Donc la difficulté va être de vivre le deuil ensemble, mais chacun à son rythme. Tout ça en poursuivant la routine familiale, pour garder une certaine stabilité dans un cadre. Et pour cela, vous proposez un outil que je trouve intéressant de partager aux personnes qui nous écoutent, que vous avez appelé la charte de famille. Alors qu'est-ce que c'est que cette charte? Il y a plein de changements à réorganiser et parfois des femmes me disent: «Ben, voilà, c'était leur père qui allait à l'école récupérer les enfants», i et parfois, je leur propose, pour celles pour qui ça parle, d'écrire avec les enfants, une espèce de petit alors j'ai appelé ça une charte de famille, c'est un peu une petite règle de fonctionnement, mais formulée de manière positive, quoi. Pour aussi que les enfants, ils puissent s'autoriser aussi à déposer leurs émotions, à partager aussi ce qu'ils ressentent et donc c'est vrai que souvent c'est, bon alors pour celles et ceux qui liront le livre, vous verrez, c'est plus détaillé, mais ça peut être, je m'autorise à pleurer quand je sens que voilà, je ressens de la tristesse, j'ai le droit d'être jaloux, de mon cousin parce que c'est la fête des pères et lui, il a un papa et moi, mon papa, il est mort. Pour la maman, parce que je suis épuisée, de dormir dans mon lit et que chacun dort dans son lit. Voilà, on va écrire aussi peut-être, on demande à chacun de couper les écrans, 2 heures avant d'aller au lit, enfin et cetera et cetera. On peut mettre beaucoup de choses, mais ça permet de continuer à poser un cadre, mais un cadre qui va rester souple, en fait. Parce que souvent, c'est ça la question. Les femmes, elles me disent: «Mais en termes de cadre, en fait, pour les enfants, bah, je sens que parce que je suis toute seule, ils testent un peu et puis moi, j'ose pas élever la voix parce que je me dis: «Oh quand même, les pauvres, ils ont déjà perdu leur père, alors ils vont pas avoir une maman qui va leur crier dessus» et cetera. Alors qu'en fait, c'est intéressant de garder, en fait, les règles de fonctionnement, les habitudes, quelque chose de vraiment stable. Pour les enfants, c'est vraiment hyper sécurisant et pourquoi pas effectivement de réécrire, des règles de fonctionnement, nouvelles, où chacun va pouvoir, exprimer ses émotions, partager, demander de l'aide,
faire un petit exercice de sophro, enfin voilà. Après, on y met ce qu'on veut, quoi. Mais les enfants et même les ados, des fois, ils ronchonnent un peu, mais ils sont assez partants pour parfois écrire voilà, ce genre de petits textes. Et après, ben, ça permet de s'y référer et puis de le faire évoluer. Donc, ça peut être un outil intéressant. Alors maintenant, on va parler argent, puisque dans ce deuil en particulier, le sujet surgit. Il peut y avoir une mise en difficulté financière, hein, parce qu'il y a un salaire qui disparaît, mais il peut y avoir aussi une succession, il peut y avoir une assurance vie. Donc entre difficulté, jalousie, culpabilité, qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Il y a 2 cas de figure, en fait. Ce que je me rends compte, c'est que ce soit celles qui ont des difficultés financières, ben, elles vont devoir demander de l'aide, parfois financièrement, faire des emprunts et cetera et c'est compliqué. Mais celles qui vont percevoir des assurances vie, un héritage et cetera, c'est aussi très compliqué. Donc moi, ben, avec la sophro, on va retravailler sur cette sécurité intérieure parce que la question de l'argent, on sait très bien, hein, qu'il y a des milliardaires qui ne se sentent pas en sécurité intérieurement et qui ont encore peur de manquer alors que leurs comptes en banque, sont bien remplis. Donc on va retravailler là-dessus et parfois il y a aussi à s'autoriser soit à demander de l'aide, soit à s'autoriser à se dire: «Ben, cet argent, parfois elle est, j'aurais pas dû percevoir tout cet argent. Parce que si mon mari était vivant, voilà, j'ai pas, notamment, voilà, je pense au cas des assurances vie, je veux pas toucher à cet argent. Et je pense à une femme que j'ai accompagnée qui était en transition professionnelle, qui me disait: «Ben, j'ai du chômage, c'est ric-rac, mais j'ai ces assurances vie, cet argent qui vient, qui est arrivé suite au décès de mon mari, mais je veux pas y toucher parce que j'ai l'impression que cet argent ne m'appartient pas». Et puis, voilà, en l'aidant aussi à prendre du recul avec ça, en visualisation, à un moment donné, en termes de prise de conscience, bah, elle me dit, «Mais en fait, c'est pour aider mes enfants, quoi. C'est pour nourrir mes enfants, c'est pour, leur assurer, ben, une continuité dans leurs activités, dans leur scolarité, donc j'ai le droit». Elle, ça a été sa prise de conscience. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui reste assez tabou, qu'on n'en ait pas ou qu'on en ait. Et c'est des choses qu'elles évoquent, aussi, assez facilement dans les groupes. Après moi, oui, en sophro, je c'est retravailler sur cette sécurité intérieure, se sentir en sécurité, quoi qu'il se passe aussi, autour de nous, quoi. Il y a un gros travail là-dessus. Alors là, on s'achemine doucement vers la fin de notre discussion, mais avant, il y a un dernier thème que je souhaite absolument aborder avec vous, puisqu'on parle de femmes, on parle d'amour, on parle de reconstruction. Donc, quid de refaire sa vie, d'aimer à nouveau et de reconstruire une relation amoureuse? Alors, déjà, je précise qu'il y a pas d'obligation parce que des fois, on me dit: «Ah oui, j'ai lu votre chapitre et tout, mais moi, je veux pas, rencontrer un nouvel homme, voilà, Rachel, vous y allez un peu fort et tout». Alors il y a vraiment aucune obligation et c'est OK d'être au clair là-dessus et d'ailleurs, je le dis dans le chapitre, hein, en intro, il y a des femmes qui vont, choisir de se consacrer à leur travail, à leurs enfants, à leurs amis et pour elles, la question de renouer avec l'amour, c'est pas au programme, quoi et c'est OK à partir du moment où elles assument ça, où elles sont au clair avec ça, ben, moi je respecte tout à fait ce choix, hein. Je dis pas que c'est absolument une obligation, dans le processus de deuil, dans le travail de deuil donc déjà ça, c'est important quand même de le préciser. Après c'est vrai que dans le cheminement, les femmes qui arrivent dans mes programmes, elles me disent toutes ça, notamment je fais intervenir, une thérapeute de couple, on aborde cette question-là et tout de suite elles me disent: «Ah non, mais moi je viendrai pas à l'appel de groupe sur ce sujet-là, moi, ça me concerne pas». Donc ça c'est, en début de parcours et puis, 6 mois ou 9 mois après, bah, il y a un moment donné pour certaines, oui, il y a un espèce de déclic en disant: «Mais moi, ça commence souvent par, bon la solitude moi, c'est pas mon truc quoi, j'ai envie de repartager quoi. Mais est-ce que j'ai le droit?» Donc il y a plein de questions auxquelles, voilà, qu'on aborde. Mais est-ce que je suis prête? Est-ce que vraiment je suis prête à faire une place à un nouvel homme? Il y a pas très longtemps, il y a une dame qui m'a dit: «Mais maintenant que je sais faire tout toute seule, changer les ampoules, réparer la voiture et tout, et ben s'il y a un homme qui rentre dans ma vie, mais quelle place il va avoir? Qu'est-ce qu'il va faire?» Donc bon, elle le disait avec beaucoup d'humour, hein, mais en tout cas, on voit bien que la crainte, c'est, à la fois, bon, OK, je me sens prête parce que même physiquement, je commence à avoir,
du désir, hein. Il y a des femmes qui me disent: «Oh là là, mais je sais pas, j'étais au supermarché, j'ai vu un homme devant moi, mais je sentais qu'il y avait un truc qui se passait dans mon corps, mais c'est» voilà, quoi. Et puis en même temps, il y a la petite voix qui dit: cocotte, là, tu as perdu ton mari il y a 2 ans, tu vas pas» ou il y a des fois, il y a 6 mois, hein, ça peut des fois, venir assez rapidement. Donc la petite voix là qui dit: «Non, non, mais ça va pas quoi, c'est pas du tout ça qu'il faut que tu fasses». Donc on l'aborde vraiment déjà sans tabou en fait, que ce soit en séance individuelle ou dans le groupe aussi, hein, i les partages sur cette question-là, sont assez ouverts et après j'ai envie de dire que chacune va à son rythme tranquillement. Ce que partage l'une fait écho chez l'autre, enfin on il y a aussi une autorisation de se dire: «Est-ce que je suis prête?» et souvent elles disent: «Mais moi je veux pas non plus faire un ménage à 3 quoi. Je veux pas». Alors, il y a toute la question de, ben, OK, je peux aimer un homme qui est mort, qui est dans mon corps, qui est dans mon cœur et puis aimer un nouvel homme, donc il y a vraiment à s'autoriser pour c'est le chemin en fait qu'elles doivent faire en fait. C'est s'autoriser à ça sans avoir la sensation de tromper, de trahir le mari, qui n'est plus là, qui est mort. Hem, donc hem, donc il y a c'est complexe, hein, c'est complexe avec effectivement, bah, ce qui se rajoute en plus, bah, forcément, c'est l'entourage. Mais comment ça va se passer quand je vais, déjà dire à ce nouvel homme que je suis veuve? Comment il va réagir? Est-ce que, il va rester dans ma vie ou pas? Est-ce que comment je vais lui dire? Quand est-ce que je vais lui dire? Enfin, des fois, c'est très très fin dans le détail, dans les moments, et puis aussi, oui, comment je vais annoncer ça à mes enfants? Quelle place cet homme-là, va prendre dans ma vie? Et moi, ce que je privilégie avec elles, c'est beaucoup la communication et puis je les encourage aussi à beaucoup communiquer avec l'entourage, à ne serait-ce qu'avec les enfants et de pas laisser l'entourage entraver, ben, leurs désirs, leurs envies et leur bonheur, quoi. Parce que, elles ont le droit de dire aussi, «Ton père restera toujours dans mon cœur». Mais moi, la solitude me pèse et j'ai envie d'avoir une nouvelle, de vivre une nouvelle histoire d'amour. Donc il y a aussi beaucoup de lâcher prise, de s'autoriser, c'est tout un chemin quoi, hein. Ça se fait lentement, mais en tout cas, moi, la manière dont je travaille avec elles, c'est aussi, ben, souvent se reconnecter à ce corps-là, dans l'intimité, dans la sexualité et hem et puis, plus elles vont en parler, plus elles vont sentir que c'est pas tabou et qu'on peut y aller et puis, ben, c'est comme toutes les premières fois, voilà, la première fois, ouais, certaines disent, «Voilà, mais j'ai l'impression d'être une adolescente, enfin, je me reconnais pas» et donc c'est hyper riche aussi ce qu'elles partagent et puis elles vont aussi se redonner confiance dans la construction d'une nouvelle histoire, quoi, hein, souvent elles ont mis, 10 ans, 15 ans, 20 ans, des fois 30 ans à construire une histoire avec un homme. Aujourd'hui, il n'est plus là, ben, va falloir reconstruire quelque chose donc voilà, c'est aussi un processus, hein. C'est aussi, lent, ça met du temps. Il y a beaucoup d'ajustements aussi, souvent à faire avec le nouvel homme qui s'embarque avec ces femmes. Parfois, c'est courageux, je trouve, de la part de ces hommes. Parce que, bah, faut qu'ils aient aussi beaucoup, voilà, il faut qu'ils sachent avec quoi aussi ils embarquent, mais comme chacun embarque avec, le passé de l'autre, son histoire mais ça peut être aussi des belles choses aussi, qu'elles vont vivre. Donc c'est chouette. Alors, on a démarré ce podcast en parlant de retrouver la joie de vivre après la mort de votre conjoint. Et je vous propose de finir par le mantra qui participe à installer cette joie de vivre. Je sais que la vie est bienveillante et je sais qu'elle remplira mes besoins profonds. Je sais que la vie est bienveillante et je sais qu'elle remplira mes besoins profonds. En quoi est-ce qu'il est important de le répéter, Rachel? Alors ce mantra-là, il fait beaucoup parler, on m'a écrit beaucoup là-dessus. En fait, après avoir parlé dans le chapitre précédent, avant la joie de vivre, de la confiance en soi, de la joie de vivre, c'est vrai que je donne beaucoup de choses, à faire, à mettre en place et on est un peu aussi quelque part dans le développement personnel. Et à un moment donné, je trouve que il faut aussi un peu se lâcher, je crois que quelqu'un de très connu dit: «Se lâcher la grappe», voilà et aussi, laisser faire les choses et refaire aussi confiance, en la vie, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant parce que tout ne dépend pas de nous.
On n'a pas à tout porter et moi, j'ai envie de croire que, la vie, elle va nous amener aussi des bonnes choses, elle va nous permettre de nous rencontrer les bonnes personnes au bon moment et peut-être aussi ce mantra, il ouvre peut-être j'ai pas fait de chapitre sur la deuil et spiritualité, mais ça amène aussi vers ce sujet-là, en fait, alors ça peut être faire confiance, oui, à la vie, à l'univers, à Dieu, à ses guides, en fonction de ses croyances. Et moi, j'ai envie, alors si je vais un peu plus loin, si j'ose encore aller un peu plus loin, je suis persuadée que nos défunts là-haut, ils bossent aussi pour nous, pour nous faciliter aussi certaines choses. Et il y a plein de femmes qui me partagent, voilà, des synchronicités, des choses. Elles me disent ah non mais ça, c'est mon mari, je suis sûre qu'il a fait exprès, etc. Ou qui me parle beaucoup de signes. Encore il n'y a pas longtemps, une dame qui cherche un appartement en plein centre-ville, me disait je cherchais, j'ai jamais trouvé avec mon mari. Et là, je trouve un truc absolument sublime au rez-de-chaussée avec un jardin. Et Rachel, elle me dit, c'est à côté d'un magasin qui vend des Harley Davidson. Et mon mari adorait ces motos-là. Elle me dit, je suis sûre que c'est lui, quoi. Donc, et là, elle me dit, mais vous y croyez pas? Je dis, mais c'est OK. Voilà, si pour vous, ça fait sens et que voilà, les signes existent pour ceux qui y croient, quoi, point barre. Et puis après, encore un autre sujet, c'est la vie après la mort, etc., etc. On pourrait en dire beaucoup, mais donc moi, j'avais envie de partager ce mantra-là parce que sur une note, mon livre, je voulais vraiment que ça soit un livre lumineux et qui donne de l'espoir. Je minimise absolument pas ce qui se passe dans la perte d'un conjoint. J'en ai complètement conscience et jusqu'au fond de mes tripes. Mais je voulais aussi amener vraiment de l'espoir pour les personnes qui vont le lire. Donc partager sur un mantra, sur la joie de vivre, ouais. Merci de terminer sur cette note positive, sur cette note d'espoir. Alors j'espère que les ressources que nous a partagées Rachel durant cet épisode vous permettront de mieux vivre cette épreuve si vous êtes endeuillé ou de mieux comprendre ce que traversent les femmes qui ont perdu leur partenaire de vie, si vous êtes un ou une proche, ami, collègue. Et d'ailleurs, je vous propose de retenir 5 clés de notre échange. La première, c'est que la perte de votre conjoint provoque une crise d'identité profonde et des bouleversements dans toutes les sphères de votre vie. C'est pourquoi ce deuil demande du temps. Chacune le vit à son rythme. La deuxième, votre corps et votre respiration sont vos meilleurs alliés. N'hésitez pas à vous appuyer notamment sur la pratique de la sophrologie. La troisième clé, je dirais que c'est autorisez-vous à ressentir et à exprimer vos émotions, notamment avec vos enfants. La quatrième clé, osez demander de l'aide. Et la cinquième, je dirais qu'il est essentiel de reconsolider votre sécurité intérieure et votre confiance en vous pour non plus survivre, mais continuer à vivre. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci beaucoup Rachel Galerme pour ce temps passé ensemble. Merci à vous, Gaëlle. Pour vous procurer le livre « Revivre après lui » de Rachel Galerme, n'hésitez pas à vous rendre sur son site rachelgalerme.com. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. D'ailleurs, vous pouvez m'aider à le faire connaître en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur vos plateformes favorites. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt.